Bonjour à tous, bienvenue pour ce bulletin numéro 176 de la Web TV de Veille Stratégique. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 février et nous démarrons cet enregistrement à 8h28. Alors pour ce bulletin 176, deux grandes questions d'actualité, l'affaire Epstein bien évidemment, et puis l'Ukraine. Mais avant de commencer, on va revenir sur l'actualité internationale, puisqu'il y a quand même des dossiers importants avec des petites avancées qui sont en cours ailleurs. Mais avant, comme d'habitude, un message de soutien aux gens d'SOS Donbass qui sont encore sous les verrous, un message de soutien à notre grande voix qui est Jacques Beau. Je vous invite à aller regarder sur YouTube, on le mettra en description de la vidéo. Il a fait une vidéo il y a quelques jours auprès d'un média alternatif suisse qui est venu lui rendre visite à son domicile à Bruxelles, où il va un peu plus loin dans les explications. Alors comme Xavier Moreau, bien évidemment, il peut pas dévoiler le contenu pas de l'acte d'accusation, puisque ça n'en est pas un, mais des reproches qui lui sont faits par l'Union européenne pour justifier les sanctions. Et puis donc bien évidemment il parle un petit peu, mais très sommairement, de sa stratégie de contre-attaque, parce que comme on pouvait s'y attendre de la part de Jacques Beau, il ne va pas se laisser faire, tout comme notre ami Xavier Moreau, que nous saluons également. Voilà, donc soutien à tous les opprimés par l'Union européenne. Alors on m'a aussi signalé une autre personne qui s'appelle Madame Yam, si j'ai bien compris. Je ne connaissais pas du tout cette personne, j'ai pas eu le temps de regarder pourquoi elle aussi était dans ce paquet de sanctions. C'est une personne qui a, comme Xavier Moreau, une double nationalité et qui est contrainte, si j'ai bien compris, de rester dans son pays, en Afrique. Je crois qu'elle est au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Vous m'excuserez, hein, j'ai vraiment pris ça au pied levé hier. Mais voilà, il y a eu encore une autre personne qui est sous sanction. Je crois que c'est Madame Nathalie Yam, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc nous saluons aussi cette personne et nous lui adressons notre soutien. Et on va un peu fouiller pour savoir pourquoi elle aussi, elle est sous ce régime absolument inique. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'actualité internationale, ce matin, on a le débriefing assez sommaire de la rencontre qui a eu lieu donc hier entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Rencontre en catimini, pourrait-on dire, même si elle était annoncée partout, puisque Netanyahou s'est précipité avec une semaine d'avance à Washington pour rencontrer le président américain, et il ressort ce matin de cette réunion qui a duré 2 heures sans présence de la presse, etc., que Donald Trump, c'est ce qu'il a écrit sur son réseau social Truth, n'a pas l'intention pour le moment de changer de cap avec les Iraniens, c'est-à-dire qu'il privilégie la négociation pour garantir la sécurité de la région, pour trouver un terrain d'entente, pour qu'on ait bien la certitude absolue que le nucléaire iranien n'a que des visées civiles. Et puis peut-être, puisqu'on n'est pas dans les secrets des négociations qui se déroulent, alors il y a eu la phase à Oman la semaine dernière, mais qui doivent se poursuivre sur les problèmes que poseraient les missiles balistiques iraniens. Hier c'était l'anniversaire de la révolution en Iran en 1979, et donc on a vu des défilés avec encore une fois plusieurs missiles Khorramshahr 4 qui étaient présentés à la foule. Alors on a essayé de nous faire croire que parce que certaines personnes, le soir, au moment des feux d'artifice dans quelques villes iraniennes, c'était pas filmé, mais avaient filmé les feux d'artifice en criant des cris hostiles au régime, que tout le pays était encore vent debout contre le régime. Alors il y a bien évidemment une opposition et on peut que le comprendre, mais de là à nous faire croire qu'elle a l'ampleur qu'on essaye de lui donner ici dans les médias de grand chemin, il y a un pas que nous ne franchirons pas, bien évidemment. Et puis, pour
peser dans la négociation avec, parce que je pense que c'est une négociation, ce qui s'est passé hier avec Netanyahou, puisque Netanyahou avait annoncé qu'il voulait y aller tout seul. Je vous renvoie à mon intervention sur GPTV qui avait été enregistrée lundi soir et diffusée hier matin dans la matinale. Les Israéliens ont dit on veut y aller tout seul. Je pense que Donald Trump hier a dit à Netanyahou il est hors de question que vous y alliez tout seul parce que nous de toute façon on n'est même pas prêt militairement au cas où comme on peut s'y attendre si vous y allez tout seul les Iraniens vont répliquer et comme pendant la guerre des 12 jours vous ne pourrez rien faire de définitif sans nous. Voilà. Alors il a également donc envoyé dans ce contexte il a dit un second porte-avions le George Herbert Walker Bush donc du nom du père de W, président des États-Unis à la fin des années 80, début des années 90, qui, à l'inverse de beaucoup de présidents des États-Unis, je le souligne, a donné son nom à un porte-avions, non pas parce qu'il était seulement président des États-Unis, mais parce que c'était aussi un ancien pilote de l'aéronaval pendant la guerre du Pacifique, héros de la guerre du Pacifique. C'était, s'il y a quelqu'un qui méritait qu'on donne son nom à un porte-avions américain, c'est bien lui, et certainement pas, je pense par exemple à Abraham Lincoln, je vois pas très bien le rapport, sinon de dire qu'on utilise les noms des présidents pour les navires les plus importants de l'US Navy. Voilà. Donc je pense que l'envoi de ce porte-avions qui va pas prendre plus d'une dizaine de jours pour rallier la région, puisqu'il devrait se déployer au large d'Israël, et qu'ensuite, pendant la période intermédiaire de ces 12 jours, le Ramadan va commencer. Les États-Unis seraient bien fous par rapport à l'équilibre de la région et au message que veut envoyer le président Trump, de laisser les Israéliens déclencher une frappe ou des frappes contre l'Iran en plein mois de Ramadan. Ce serait une véritable catastrophe. Donc je pense que pour le moment, au vu de l'ensemble de ces paramètres, il n'y aura pas de frappe sur l'Iran avant éventuellement la fin du Ramadan, qui, si j'ai bien calculé, on arriverait fin mars. Corrigez-moi si je me trompe là-dessus, mais voilà. Donc là, on devrait pouvoir rester dans une fenêtre de négociation de longue durée entre Américains et Iraniens, sans interférence, qui serait là complètement désastreuse et qui poserait d'énormes problèmes à Donald Trump par rapport à ses liens avec notamment l'Arabie Saoudite ou la Turquie. Alors malheureusement pendant ce temps-là, j'ai pas eu le temps d'en parler avant, on a les projets d'annexion à bas bruit de la Cisjordanie qui se poursuivent du côté israélien. Smotrich en a rajouté une couche ces derniers jours et donc là il faut être extrêmement attentif à tout ça parce que on voit bien que comme Smotrich l'avait annoncé, donc c'est un des ministres du gouvernement israélien, il avait bien dit voilà notre objectif c'est d'empêcher les conditions de l'existence même d'un État palestinien en procédant à une annexion à bas bruit, lentement mais sûrement, de la Cisjordanie, donc occupée depuis 1967 et dans laquelle se trouve le siège de l'autorité palestinienne. Alors même si l'autorité palestinienne est complètement démonétisée à l'égard des Palestiniens, on l'a déjà répété à de très nombreuses reprises ici depuis avant même le 7 octobre 2023, aujourd'hui, il faut se dire que même ça va encore poser des problèmes supplémentaires à l'autorité palestinienne parce que là, il y a des protestations, on va dire, convenues, mais il ne se passe rien de plus et la réaction internationale à ces projets de loi israéliens d'annexion à bas bruit est absolument nulle. C'est-à-dire qu'on a des réactions au niveau de l'ONU, mais en ce qui concerne les grandes capitales internationales, alors dans le monde arabe, il y a eu des contestations, bien évidemment, de ces décisions, mais ni les pays européens, ni les États-Unis, et pour le moment, j'ai pas vu si la Russie a pris position, mais en tout cas, tout le monde, pour le moment, ne semble pas se préoccuper de ces projets de loi israéliens, alors que c'est extrêmement grave. Donc, je vous renvoie à notre Patreon. On a traduit un article du Middle Eye East,
Middle East Eye, pardon, excusez-moi, sur cette question. Vous avez vraiment tous les détails, tous les tenants et aboutissants de ce triste projet du gouvernement Netanyahou. Voilà. Alors maintenant, on va passer à nos deux grandes questions internationales de la semaine, nos deux grands dossiers. Donc on va commencer par l'affaire Epstein. Alors ceux qui m'ont entendu hier sur GPTV, c'était bien évidemment enregistré de lundi soir, donc il s'est passé encore des choses depuis. Alors bien évidemment, le premier point, c'est toutes ces révélations qui s'accumulent avec du sordide à la clé, le fait que des parlementaires américains ont eu accès donc à des documents non caviardés avec les noms de certaines personnes, nous expliquant qu'il y avait des hommes politiques qui étaient assez importants et en exercice, au moins un qui figurait parmi les noms qui étaient caviardés. On a donc aussi des trucs donc très sordides sur le fait, enfin des révélations très sordides sur le fait qu'il y avait parmi les victimes du réseau Epstein pas seulement donc des jeunes femmes ou des adolescentes, mais aussi des enfants. On parle d'enfants de 9 ou 10 ans. Voilà, on pouvait malheureusement s'en douter. Et puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est ce qu'on voit comme réaction du côté français. Alors, on va commencer chronologiquement par la réaction de Laurent Nunez à l'égard alors c'était une déclaration sur X d'Alain Soral pour dire que à la tête de tout ça, il y avait une espèce de mafia juive qui contrôlait tout ça. Et donc, alors que la France n'a toujours pas mis en examen qui que ce soit, condamné qui que ce soit, arrêté qui que ce soit, en lien avec les révélations, et on va y venir, vous allez voir, il y a pourtant matière, du volet français de l'affaire Epstein, on est en train de porter plainte contre Alain Soral pour une déclaration sur X. C'est comme ce qui s'est passé avec Dieudonné la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on marche sur la tête. On a des gens qui sont pointés du doigt comme étant membres ou entre guillemets parmi les récipiendaires des largesses d'Epstein, récipiendaires de ces largesses financières ou dans les trafics d'êtres humains. Et eux sont toujours là en liberté ou ce genre de choses, ou juste avec des informations à creuser pour savoir si ceci, si cela. Et le ministre de l'Intérieur, lui, la seule chose qu'il a à faire, c'est de porter plainte contre Alain Soral parce qu'il fait une déclaration sur X. Non mais on va où ? On va où ? Alors la semaine dernière, on traquait un humoriste, encore, puisque Dieudonné a encore eu des problèmes la semaine dernière avec ses spectacles. Et puis là, on s'en prend à Alain Soral pour un tweet. Mais alors que les gens qui sont pointés du doigt nominativement dans les dossiers, eux courent toujours. Et donc dans les révélations qu'on a eues après, donc qui ridiculisent encore un peu plus la procédure lancée par le ministère de l'Intérieur, enfin le ministre de l'Intérieur lui-même, c'est qu'hier on apprend que parmi les gens qui sont pointés, il y a un ancien diplomate français, Monsieur Edan, qui est pointé du doigt par cette affaire, alors qu'il était donc diplomate français à l'ONU entre dans la deuxième moitié des années 2000 jusqu'en 2012, si j'ai bien noté, qui lui a été ciblé alors qu'il était à l'ONU par le FBI parce qu'il consultait des contenus pédopornographiques et qu'il était en contact avec Epstein, auquel il envoyait assez régulièrement, si on en croit donc tous les messages mails qui ont été dévoilés il y a une dizaine de jours maintenant, quasiment 15 jours, il envoyait à Epstein des informations concernant son travail à l'ONU, alors qu'il était notoirement en poste pour s'occuper en tant que diplomate technicien, c'était pas un négociateur de premier rang, des questions en rapport avec le Proche-Orient. Alors, on a affaire à un type qui coche deux cases, c'est-à-dire que il est dans une problématique de consultation de contenu pédopornographique. Alors à l'époque, on avait le FBI avait mis au courant Gérard Haro, le fameux ambassadeur qu'on voit sur LCI depuis le début de la guerre en Ukraine, H24, qui lui était en poste là-bas qui était l'ambassadeur de France à l'ONU.
Alors lui, il s'est juste contenté de le faire rapatrier en France et puis on l'a mis en soins psychologiques pour essayer de comprendre pourquoi il consultait ce genre de choses, mais on n'a pas été plus loin. Voilà, donc on a un diplomate français, le FBI transmet au service de sécurité de l'ONU le fait qu'il consulte probablement donc depuis le siège des Nations Unies, ou en tout cas depuis sa résidence aux États-Unis, des contenus pédopornographiques. On l'exfiltre entre guillemets, on le rapatrie en France, et puis là, cellule de soins, et puis ça suffira, madame, puisque derrière le FBI a pas lancé, puisque avec le statut de diplomate à l'ONU, les Américains ont probablement pas voulu s'enquiquiner pour cette fois-là. Parce qu'on sait bien que dans d'autres circonstances, le fait d'être titulaire d'un passeport diplomatique, les États-Unis n'en ont rien à faire. L'affaire DSK est là pour nous le rappeler. Je vous rappelle que Dominique Strauss-Kahn, en tant que patron du FMI, il a été arrêté dans un avion d'Air France, donc il était déjà territorialement sorti des États-Unis. Il était plus aux États-Unis, il était sur le tarmac de zone internationale de l'aéroport JFK. Le FBI est venu l'arrêter quand même. Faut pas voilà. Donc là, lui. Ce monsieur Edan, lui, on l'a laissé repartir en France, suivre des soins psychologiques, puis on s'est pas posé de questions supplémentaires. Et aujourd'hui, donc, on découvre que, en plus de ces problématiques-là, bien sûr, personne ne sait si il est ou non aujourd'hui passé à l'acte ou ce genre de choses. La question reste à élucider. Mais en plus de ça, il envoyait régulièrement à Epstein des mails. Il est cité, je vais vous retrouver le chiffre. Il est cité des dizaines et des dizaines de fois, des centaines de fois, 200 fois. Son nom apparaît 200 fois dans les fichiers Epstein. Et donc parce que il envoyait régulièrement des choses à Epstein au sujet de ce qui se passait à l'ONU, notamment autour du Proche-Orient. Et alors, à côté de ça, parce que ça c'est la première chose qui concerne la France, et à côté de ça, Marianne, l'hebdomadaire Marianne nous apprend que c'est pareil, depuis 2020, il y avait une demande de la France d'entraide judiciaire vis-à-vis avec les États-Unis autour de ce qui se passait avec l'affaire Epstein à propos de Jean-Luc Brunel, le bras droit d'Epstein en France, pour des questions de viol sur mineurs, d'agression sexuelle et d'association de malfaiteurs. Voilà, et tout ça c'est lié au travail d'une association, de plusieurs associations, notamment Innocence en danger, dont on voit souvent là ces derniers jours une des avocates sur les plateaux télévisés, voilà. Et donc là il y avait une perquisition de l'appartement d'Epstein, donc 22 avenue Foch à Paris, en septembre 2019, et qui avait révélé des photos, des vidéos, des emails qui reliaient Epstein à Brunel, bien évidemment, et puis le nom de plusieurs femmes qui devaient faire partie malheureusement de ce trafic. Et alors, comme par hasard, Epstein s'est suicidé en 2019 et Brunel en 2022. Voilà, donc là, comme ça. Mais la justice française savait qu'il y avait un lien dès les années 2020, donc il y a 6 ans, dès 2020, savait qu'il y avait un lien entre Epstein et la France via Jean-Luc Brunel. Et aujourd'hui, on a le président de la République qui continue de nous dire le plus important, ou Madame Yael Braun-Pivet, non, pas de commission d'enquête, c'est à la justice américaine de faire son travail. Mais de qui se moque-t-on? Et pendant ce temps-là, on pose une plainte au plus haut sommet de la hiérarchie du ministère de l'Intérieur contre Alain Soral pour un tweet. Pendant qu'on apprend que toutes ces histoires-là, elles sont connues de la justice, et que parce que M. Brunel s'est donné la mort, on a éteint, entre guillemets, la procédure. Parce que, bien évidemment, M. Brunel, comme M. Epstein, était tout seul à régler ces problèmes-là. Ben voyons. Il y avait que eux deux pour gérer ce trafic, cette traite d'êtres humains. Il y avait personne d'autre. Voilà. Alors, on apprend ça, et on voit que Madame Yael Braun-Pivet, elle, c'est son ancien cabinet d'avocats
qui était déjà liée à toute cette histoire, et donc on comprend pourquoi elle dit ah ben non, moi je vais pas lancer une commission d'enquête parlementaire parce qu'on va mettre le nez dans ça, dans tout ça, et on va découvrir que mon cabinet d'avocats était déjà lié lui aussi à cette histoire. Donc on voit bien ce que j'expliquais hier sur GPTV, même si ça a été enregistré lundi, c'est-à-dire qu'il y a des ramifications, bien évidemment, le caractère terrifiant de viol d'enfants, de viol de femmes, de jeunes femmes, adolescentes et de jeunes femmes, dans tout ça, donc trafic d'êtres humains immonde, et qu'on n'a pas fini de découvrir l'immonde, hein, malheureusement. Et puis qu'il y a tout un volet politique, financier, probablement, qui est derrière tout ça. Et que, au lieu de se jeter à bras raccourcis là-dessus, que ce soit le ministère de l'Intérieur ou que ce soit le ministère de la Justice, ils n'ont comme seul problème que les tweets d'Alain Soral. Non mais, voilà où nous en sommes rendus. C'est n'importe quoi. Et ça montre que il faut espérer que les dominos continuent de tomber, parce que là, on nous livre Monsieur Edan sur la place publique. Bon, c'est une très bonne chose qu'on soit mis au courant, mais il ne faut pas que ce soit comme Monsieur Jack Lang et sa fille. Tout ça, ça doit pas servir de paravent à ce qu'il y a derrière, et de rappeler encore une fois que alors j'ai vu qu'il y avait des informations qui j'ai pas pu les vérifier, donc j'attends de pouvoir le faire, comme quoi Monsieur Edan serait franco-israélien en plus de ça, donc on imagine très bien comment on peut encore tirer les ficelles d'un narratif qui relie, comme on le sait depuis le début, Epstein à Israël et au service secret israélien via Ehud Barak notamment. Et voilà, on va encore peut-être nous servir que ce sont les Russes, et puis utiliser ces petits cas comme ça, qu'on va mettre bien devant le public, parce que là on peut plus faire autrement tellement ça craque de partout, hein, et on va agiter ces petits cas-là qui vont servir de fusibles pour pas qu'on parle de tout le reste et de ce qui chapeaute ce système au départ, c'est-à-dire des services secrets israéliens qui sont là pour compromettre des hommes politiques, des hommes influents à l'étranger, des personnes d'influence, pour pouvoir les tenir à sa botte. Voilà, parce que c'est ça le problème. Je rappelle, c'est pour ça que Benjamin Netanyahou s'est précipité pour dire non, mais le fait qu'Epstein bossait comme ça avec Barak, Ehud Barak, ça n'a pas de rapport avec l'État israélien. Ben voyons. Donc aujourd'hui, il faut faire très attention. C'est très bien qu'on ait des révélations complémentaires avec des détails, fussent-ils les plus difficiles à encaisser. Mais n'oublions pas que pour le moment, personne dans les médias n'est venu pointer la responsabilité des services israéliens et du Mossad, et donc de la direction politique israélienne de manière transversale dans le temps, dans cette opération menée par Epstein sur de très longues années. Voilà. Et alors quand on voit qu'à la fin, on a les petits nervis du système, là, les fact-checkers, qui viennent nous dire que les femmes victimes Epstein a été jugé quand même aux États-Unis. Pas pour l'ensemble malheureusement de ce qu'il a fait, mais pour une partie, en tout cas, il y a une partie où il a été reconnu coupable de trafic, de viol, d'agression sexuelle, etc., sur mineurs. Et on a les petits fact-checkers, notamment monsieur Rudi Reichstadt, qui vient nous dire, pour moi, ce ne sont pas des victimes, ce sont des plaignantes. Mais ça va plus dans la tête, quoi. Il y a eu des jugements. Je veux dire, Epstein s'est suicidé en prison parce qu'il a été condamné par la justice américaine. Alors même si, bien évidemment, il n'a pas été condamné pour tout ce qu'il a fait, avant de se suicider, il aurait pu encore prendre plus cher, comme on dit, en termes de peine. Et donc, on aurait pu aller plus loin encore dans son réseau. Mais on a quelqu'un comme Rudi Reichstadt qui vient nous dire « Non, moi, j'appelle pas ça des victimes pour le moment, c'est des plaignantes. » Ah bon, parce que maintenant, M. Reichstadt remet en cause les jugements émis par la justice des États-Unis d'Amérique. Alors là, on nage en plein délire, et on voit à quel point le navire est en train de prendre l'eau de toutes parts dans cette affaire. Voilà, alors on va suivre ça avec intérêt, parce que je pense,
il faut continuer de gratter et il faut pas se laisser endormir par les révélations qui pointent des boucs émissaires un peu trop faciles à pointer du doigt à mes yeux. Alors, avant de passer au dossier de l'Ukraine, quelques annonces et une très bonne nouvelle pour vous tous, puisque on vous l'a dit, on va repasser à 2 bulletins. Je vous le disais la semaine dernière, on va repasser à 2 bulletins. On pensait ne pouvoir le faire qu'à partir du 2 mars prochain. Eh bien, roulement de tambour. Chers amis, chers abonnés, chers 50 000 et plus abonnés, nous repasserons à 2 bulletins par semaine dès la semaine prochaine, donc dès lundi prochain, vous aurez de nouveau 2 bulletins par semaine. Il y aura peut-être, comme je l'évoquais la semaine dernière, 1 ou 2 exceptions de temps en temps pendant les petites vacances scolaires. Je pense notamment que au début des vacances scolaires de Pâques, il y aura un bulletin en moins. Mais disons que nous reprenons le rythme qui était celui qu'on avait tout au long de l'année dernière, de 2 bulletins par semaine dès lundi prochain. Voilà, donc réjouissez-vous, nous avons entendu vos voix et on a fait un effort pour que techniquement on puisse opérer ce retour à 2 bulletins dès la semaine prochaine. Voilà. Alors, par ailleurs, en ce qui concerne la visioconférence pour les abonnés Patreon, donc je vous invite à rallier Patreon, vous voulez nous soutenir, vous vous abonnez à notre Patreon, vous avez accès à du contenu supplémentaire tous les jours. Bon là, on n'a pas pu faire 2 articles tous les jours depuis le début de la semaine, mais vous inquiétez pas, c'est très momentané. On va y revenir, on s'est dit depuis le début de l'année qu'on voulait faire ça, on va essayer de s'y tenir le plus longtemps possible, sans discontinuité. Enfin, vous en avez toujours au minimum 1, cette visioconférence avec moi 1 fois par mois. Donc là, ce sera la dernière semaine de février. Vous aurez la date lundi prochain, vous inquiétez pas. Avec, comme d'habitude, pour ceux qui sont abonnés, le lien qui sera envoyé via la plateforme Patreon pour vous connecter. Si vous voulez nous soutenir, vous oubliez pas, on a activé le système des Super Thanks sur YouTube, donc vous pouvez donner un don minimum, je crois que c'est 2 €, 5 € via votre profil YouTube si vous êtes abonné, même gratuitement, mais ça vous permet la plateforme de payer des dons via la plateforme YouTube pendant que vous regardez la vidéo, donc vous n'hésitez pas. L'abonnement Patreon, et puis ceux qui veulent faire des dons ponctuels sans passer par YouTube ou parce qu'ils veulent faire des dons plus importants, vous pouvez toujours le faire via PayPal. On en a bien besoin pour couvrir la petite baisse d'audience qu'on a subie depuis, non pas là au mois de janvier, mais qu'on a subi depuis le 1er décembre et qui donc fait automatiquement baisser un peu nos revenus publicitaires. Voilà, donc si vous voulez nous aider, si vous avez quelques moyens, vous n'hésitez pas à passer par là. Et puis, pareil, pour continuer de vous informer et puis de vous structurer intellectuellement, comme d'habitude, mon dernier ouvrage, La fin de la domination américaine, qui rencontre un beau succès, disponible sur The Book Edition, tout est en lien dans la description de la vidéo, 220 pages d'informations très denses pour comprendre les enjeux des réformes en cours des forces armées des États-Unis, pour un prix dérisoire de 10 € pour que ce soit à la portée, comme on dit, de toutes les bourses, parce que ce livre est extrêmement important pour comprendre la stratégie de Donald Trump aujourd'hui, que ce soit donc avec ce qui s'est passé au Venezuela ou ce qui ne se passe pas pour le moment en Iran, et puis surtout pour comprendre les enjeux vis-à-vis de la Chine. Et puis enfin, toujours de retour, la débâcle du Second Empire, 3e tirage depuis une quinzaine de jours, donc vous pouvez le recommander sur toutes les grandes plateformes et puis chez votre libraire préféré. Voilà. Alors maintenant, pour terminer, comme d'habitude, notre seconde question d'actualité sur l'Ukraine. Alors, comme annoncé depuis plusieurs semaines, les négociations d'Abu Dhabi n'aboutissent pour le moment à rien et elles n'aboutiront, à mon avis, comme je ne cesse de le répéter, à rien. C'est bien sur le terrain que les opérations militaires décideront
de la situation finale. Donc pour le moment, alors oui, la semaine dernière, ça a quand même donné lieu à des échanges de prisonniers, ce qui est une bonne chose pour les prisonniers eux-mêmes et leurs familles, mais ça va pas plus loin que ça. Et en plus, on a eu des déclarations de Sergueï Lavrov là récemment qui nous disait bon bah de toute façon, les États-Unis restent finalement dans une posture qui ne permet pas de déboucher sur des négociations on va dire d'importance et qui ferait basculer le conflit et qui permettrait de le régler. Donc on a très bien pris conscience qu'on allait devoir continuer militairement à opérer ce que l'armée russe fait pour obtenir gain de cause, parce que les États-Unis n'ont pas accordé finalement à la Russie un rôle ou une place d'alter ego suffisamment important pour pouvoir traiter avec eux comme des partenaires et non pas comme des partenaires de seconde zone. Voilà en résumé les propos de Sergueï Lavrov. Alors ça veut pas dire que les Russes et les Américains ne poursuivent pas des discussions, mais ça veut dire que les Russes ont bien acté de manière officielle, j'ai envie de dire, avec cette déclaration, que les combats détermineront de l'issue de la guerre pour le moment, même si demain on peut avoir d'un seul coup un revirement de Trump qui vient encore dire, bon bah, alors il y a des rumeurs selon lesquelles il veut imposer la tenue d'élections présidentielles à Zelensky pour le 15 mai prochain, et que s'il le fait pas, ça lui permettra de justifier la coupure de tous les soutiens, on va dire en termes de renseignements, alors quand on sait qu'il y a déjà une grande partie de ces renseignements militaires qui ne sont plus fournis par les États-Unis, mais notamment par la France ou la Grande-Bretagne, il reste plus, j'ai envie de dire, que Starlink a coupé définitivement et totalement. Voilà. Alors sur le plan des opérations elles-mêmes, on va afficher la grande carte comme d'habitude. Alors vous le voyez, on a eu encore une série de frappes importantes qui s'est focalisée principalement dans la proximité du front ou dans l'immédiat arrière-front, à l'exception d'Odessa, du sud d'Odessa, les voies les zones sur le long des voies d'approvisionnement qui viennent de Roumanie. Donc comme d'habitude, c'est tout ce qui est dépôt de munitions. Là, vous avez des installations de stockage de matériel, etc. Des quartiers généraux, des concentrations de troupes. Alors il y a une station électrique quand même, une sous-station électrique qui a été frappée dans le secteur de Zaporijjia. Mais grosso modo, là, on était plutôt sur des cibles militaires liées directement aux opérations de combat sur la ligne de front, plutôt que des opérations dans la profondeur. Et au total, les combats de la journée donc d'hier auraient fait, selon les Russes, 1255 morts, blessés, prisonniers ou portés disparus au sein de l'armée ukrainienne. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à 3 secteurs qui ne représentent pas tous les secteurs des combats, bien évidemment, mais qui représentent les secteurs les plus intéressants pour comprendre le déroulé global de cette guerre au cours de cette semaine qui s'est écoulée, et des points forts, des points les plus importants des attaques menées par l'armée russe. Donc on va parler de Konstantinovka, de Gouliapolier et d'Orekiv. Alors, on va commencer par la situation donc de Konstantinovka. Alors, c'est plus large que Konstantinovka même. Vous le voyez, on a Konstantinovka qui est encadré en bleu pointillé en bas de la carte, puisque donc une partie de la ville, la majorité de la ville est sous contrôle russe, mais une petite partie, enfin une partie de plus en plus importante. Maintenant, je pense qu'on est autour d'une vingtaine de % de la ville est passée sous contrôle russe. Et là, au cours de la journée d'hier, on a constaté que les Russes renforçaient leur position, tout d'abord immédiatement à proximité de Konstantinovka, entre Konstantinovka et Chassov Yar, qui est encadré en rouge. Vous avez toute cette zone que j'ai encadrée en jaune, qui a été conquise et qui sert, vous le voyez, j'ai surligné une route en rouge qui en fait va permettre d'éloigner
les dangers immédiats que l'armée ukrainienne peut faire peser sur cette route, parce que c'est l'une des deux routes qui permet d'engager les forces russes donc dans Konstantinovka, d'acheminer des renforts, des munitions, d'évacuer les blessés, et donc après avoir passé l'essentiel des combats au cours des jours précédents à renforcer les positions dans Konstantinovka, les Russes ont décidé de maintenant faciliter la circulation sur cette route en écartant les positions ukrainiennes le plus loin possible de cette route, donc entre Chassov Yar et Konstantinovka, parce que voilà. Alors ça signifie que vraisemblablement, hein, dans les jours qui viennent, les combats pour Konstantinovka vont reprendre, puisque les Ukrainiens semblent repousser assez loin pour éviter notamment les tirs d'armes légères en direction de cette route, hein, puisque vous voyez la position conquise bordait la route directement à hauteur du village de Stupochki. Donc là maintenant les positions ukrainiennes sont plus éloignées, et puis vous le voyez au nord, hein, donc là c'est dans le secteur qui est quasiment c'est l'ouest de Soledar, on va dire, hein, vous avez des attaques russes qui se poursuivent dans cette zone pour venir border, je l'ai surligné en bleu, pour venir border le canal du Seversky Donetsk. Puisque c'est une position naturelle qui crée par elle-même une situation de facilité pour la défense. Donc là, les Ukrainiens, les Russes, pardon, veulent repousser les Ukrainiens sur la rive ouest du canal pour consolider leur position, parce qu'à un moment ou un autre, il faudra le franchir pour s'en prendre directement à Kramatorsk et Slaviansk. Alors de ce côté-ci, c'est plutôt Kramatorsk qui est visé. Voilà, donc on a des avancées de l'armée russe dans le secteur de Konstantinovka, Soledar, à constater pour la journée d'hier, l'une pour écarter le danger d'une des deux principales routes d'accès pour l'armée russe à Konstantinovka, l'autre passe par Toretsk au sud, et puis une autre série d'opérations offensives pour border le canal du Seversky Donetsk un petit peu plus au nord. Ensuite, on va parler du secteur de Goulia-Polye, puisqu'on en a parlé la semaine dernière. Alors vous le voyez, les Russes ont progressé à hauteur du village de Staroukraïnka, qui est encadré en rouge, qui a été conquis. La semaine dernière, sa conquête était encore incertaine quand on a fait le dernier bulletin. Et donc, vous le voyez, j'ai remis encore en vert surligné la voie ferrée, qui est l'objectif de l'armée russe dans la zone. Le but, c'est de pouvoir sécuriser l'accès à cette voie ferrée. Donc, les combats se poursuivent dans cette optique-là, mais on va le voir avec la carte suivante sur Orikiv, c'est pas seulement forcément que ça qui est ciblé aujourd'hui, puisque vous allez voir après que les combats notamment qui se déroulent, j'ai encadré en violet le village de Goulia-Pilske. Vous allez voir que c'est aussi, semble-t-il, la cible d'attaque russe, mais cette fois-ci en provenance de Mirnoé, pas directement depuis Goulia-Polye. Donc, il y a deux objectifs dans la zone pour les Russes. Le premier, très immédiat, c'est la sécurisation de cette voie ferrée pour qu'on puisse acheminer par le rail de la logistique au moins jusqu'à cette zone, parce que après il y a la route qui part de Goulia-Polye vers le nord en direction de Pokrovske qui est en cours de sécurisation, donc il n'y a pas besoin de doubler forcément le rail aussi loin, donc il pourrait s'arrêter là, la tête de logistique ferroviaire, mais donc il faut achever la protection et la conquête même, puisque vous le voyez, il reste une partie de la voie ferrée qui est bordée par la zone grise. Donc c'est pour ça que les Russes progressent régulièrement dans cette zone de semaine en semaine depuis le début de l'année. Je vous rappelle que les conditions climatiques sont très difficiles, donc les combats sont un petit peu ralentis à cause de tout ça. Et puis ensuite, donc on va le voir sur la carte suivante, qui est la carte du secteur d'Orikiv. Vous allez retrouver Goulia-Pilske, donc encadré en violet, et vous le voyez, donc les Russes attaquent depuis Mirnoé, donc Mirnoé c'est sous la flèche rouge la plus proche de Goulia-Pilske,
et attaque bien évidemment sur l'ensemble du secteur, hein, qui part donc de ce côté droit de la carte. Hier, les Russes se sont approchés du village de Lugoskoye, et donc là, c'est ce qui est encadré en rouge. Il y a toujours des combats pour Malia Tokmalka, mais là, les Ukrainiens avaient réalisé ces dernières semaines des contre-attaques locales qui ont presque totalement repris la ville. Hein. Les Russes ne tiennent plus que la banlieue est de la bourgade, après en avoir quasiment conquis, ou même non, ils avaient conquis la totalité de la ville il y a quelques semaines maintenant. Et puis partout sur le pourtour donc du secteur d'Orikovo-Orikiv en ukrainien. Alors j'ai encadré la ville en bleu et puis j'ai mis un hexagone noir pour symboliser que la ville est bien évidemment fortifiée. On voit que les Russes lancent des attaques partout sur le pourtour de cette ville, et qu'en plus donc des avancées constatées sur la partie orientale, vous continuez d'avoir des avancées sur la partie occidentale, hein, puisque là c'est l'autre zone en jaune orangé autour du village de Novo-Andalivka qui sont signalées, qui ont été prises par les Russes. Et puis au cours de la semaine, on a d'autres villages, hein, notamment Sherbaki, qui ont été pris par l'armée russe. Hein. C'est là où j'ai mis toutes les autres flèches rouges sur le bord gauche de la carte. Et donc on voit que pour le moment, il semblerait que les Russes concentrent leurs efforts directement contre Orikiv, et pas pour la contourner et l'isoler, mais pour maintenir la pression dessus. Alors, est-ce que c'est uniquement pour ça, ou est-ce que c'est pour fixer des défenseurs ukrainiens là, en préparant une autre opération sur les flancs pour contourner, vous le voyez, j'ai mis la deuxième ligne de défense, hein, qui borde la route, qui passe par Omelink, Novosilivka et puis bien sûr Guliapilske. Quel est l'objectif de toutes ces attaques russes? Est-ce que c'est vraiment une conquête lente mais constante en direction d'Orikiv pour ensuite s'emparer de vive force de la ville, ou est-ce que c'est pour fixer les Ukrainiens et les attaquer en force ailleurs pour les déborder? Je pense que par rapport à la météo, pour le moment, c'est impossible à dire. On verra quand la météo va se radoucir, ce qui sera comment les Russes géreront leurs attaques dans la zone, et est-ce que vraiment leur objectif principal c'est cette ville fortifiée, parce que même s'il y a plusieurs routes qui permettent d'y accéder, elle reste quand même sa défense reste très solide, et donc j'ai plutôt tendance moi à croire que l'objectif c'est de fixer les défenseurs là pendant qu'on prépare un coup pour continuer de déborder ces défenses, et notamment puisque vous avez vu tout à l'heure où est Guliapilske, de poursuivre l'attaque depuis Guliapolier une fois justement le rail assuré, en passant derrière cette ligne défensive pour ensuite attaquer Orikiv depuis Omelink, hein, depuis le nord, et non pas depuis simplement le sud ou l'est ou l'ouest, mais depuis la zone qui est généralement la moins défendue, la plus facile, j'ai envie de dire, mais c'est pas le cas parce que facile en termes militaires ça n'existe pas, mais en tout cas la moins défendue, en se rabattant et surtout en coupant, hein, parce qu'en attaquant dans le dos de cette ligne de fortification, les Russes couperaient quasiment tous les axes de ravitaillement d'Orikiv, et donc ça faciliterait ensuite la chute de la ville, comme ils l'ont fait à chaque fois en Ukraine, hein. À chaque fois qu'ils attaquent des villes, ils mènent des opérations de guerre urbaine sur ce modèle, en isolant les villes avant de lancer l'attaque directement. Voilà donc, chers amis, ce qu'on pouvait dire en ce 12 février au matin sur la situation internationale. Donc vous continuez de nous suivre sur nos différents réseaux. N'oubliez pas de commenter cette vidéo, de mettre un pouce en l'air, de partager sur tous vos réseaux, de partager nos autres publications depuis notre chaîne Telegram, depuis mon compte X, depuis notre plateforme sur Facebook, depuis notre blog, hein. On a plein de supports, et toutes nos autres publications mérite d'être partagé pour augmenter notre visibilité. Vous n'hésitez pas à rallier Patreon pour accéder à du contenu supplémentaire sur d'autres théâtres d'opération notamment. Et puis donc on se retrouve dès lundi dans la matinée, en fin de matinée comme d'habitude vers 11h45 pour le bulletin numéro 177. D'ici là, passez un très bon week-end. Au revoir.